Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Côté Canap. Aujourd'hui, on s'installe confortablement pour une conversation qui va à contre-courant de l'idée classique du couple. J'ai eu le plaisir de discuter avec Lilou, une femme qui explore le polyamour, une façon d'aimer qui remet en question la monogamie. Avec elle, on a abordé des sujets cruciaux. Comment on communique quand on a plusieurs à aimer ? Comment on établit des règles ? Et surtout, comment on trouve sa propre place dans cette dynamique ? On n'a pas non plus évité les difficultés et la question de l'individualisme au sein d'une relation multiple. Préparez-vous à une discussion sincère et riche en découvertes. C'est parti. Bonjour Lilou et bienvenue à nouveau sur Côté Canap. Bonjour. Tu vas bien ? Je vais très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une session un petit peu particulière. On va parler d'une autre facette de ta personnalité qui est le polyamour. Oui. C'est quelque chose qui fait partie de toi intégrante, dont tu as aucun souci à en parler ouvertement. Oui. C'est un sujet un peu atypique que les gens ne connaissent pas toujours forcément et j'étais intéressée justement d'avoir ton avis sur le sujet vu que toi tu le vis, tu l'as vécu. Dis-nous en plus, qu'est-ce que le polyamour déjà ? Alors, moi j'ai ma définition. En vrai, il y en a quand même plusieurs. Je pense que c'est toujours une question de point de vue et de façon de le vivre. Je pense que c'est un peu comme l'amour ou le couple. Ouais. On a tous notre façon de le vivre et de le voir. Pour moi, le polyamour, c'est être si on retourne vraiment à ma base, c'est être capable d'aimer plusieurs personnes. Alors, je l'ai vécu de plusieurs façons. Je l'ai constaté de plusieurs façons parce qu'en fait, je me suis rendu compte après coup j'avais déjà ressenti ça avant et qu'en fait, dans ma vie, j'avais déjà eu ce sentiment d'être amoureuse de plusieurs personnes simultanément. Ça n'enlevait ou ça ne réduisait en rien l'amour que j'avais pour la personne avec qui j'étais en couple, par exemple. Et puis, je découvrais que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre ou de d'autres personnes. Et là, du coup, j'ai trouvé le mot, j'ai découvert la définition, le monde du polyamour. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je vivais et c'est ça que je ressentais depuis plusieurs années. Comment ça t'est tombé dessus, en fait ? À quel moment t'es tombée amoureuse de quelqu'un ? T'étais déjà en relation à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plusieurs tombées dessus, du coup. Mais le vrai moment où j'ai envie de dire, je l'ai réalisé, j'ai commencé à mettre des mots dessus et j'avais la disponibilité, le temps et la disponibilité mentale de m'en inquiéter et de m'en occuper. C'est arrivé parce que je suis tombée amoureuse d'un très très bon ami. Donc moi j'étais en couple, j'étais jeune maman, j'avais mes 2 enfants, j'avais mon amoureux et tout allait bien dans ma vie. Et en fait on va dire un ami de la famille qui était très très proche, qui était très présent dans nos vies, dont j'ai commencé à ressentir des sentiments, des émotions, il se passait quelque chose. Et en fait à ce moment-là je me suis posé des questions. Donc la première personne à qui j'en ai parlé c'est mon amoureux de l'époque, en lui disant écoute il se passe ça, je ressens ça. Donc j'ai été naïve et très transparente sur ce qui se passait, ce que je ressentais à ce moment-là, en disant je ressens des choses, j'ai comme on dit des petits guillis dans le ventre, il y a des émotions qui sont en train de se transmettre, donc je me pose des questions. Suite à ça, s'en est suivi une longue série de longues conversations donc avec mon amoureux sur ce que je ressentais, mais sur aussi la liberté dans le couple et sur la possibilité du coup d'ouvrir le couple, les éventualités qui allaient un peu autour de ça. Donc on en a beaucoup discuté. Et ce qui était très rigolo, c'est qu'à la fois j'étais amoureuse donc de cette personne, mais à la fois j'avais pas forcément envie de l'inclure dans cette partie d'ouverture de couple. Et puis rapidement, j'en ai parlé à cette personne en lui exprimant ce que je ressentais, comment ça se passait, ce que je vivais. Lui, pour le coup, il a eu une réaction qui était la sienne, mais qui était de surprise. Parce qu'en fait, en discutant, il s'est avéré que lui aussi était tombé amoureux. Avait des sentiments. Mais lui n'envisageait en rien une vie qui ressemblait ou qui pouvait ressembler à ça. C'était pas quelque chose qui était concevable pour lui. Et ça, c'était très ok. Mais du coup, à ce moment-là, en fait, moi, ça a créé un gros déclic sur « Ah, mais en fait, c'est ça qui m'est arrivé plus jeune. Ah, mais en fait, c'est ça que je ressentais avant. » Et en fait, ça a réouvert des portes, je pense, de mon adolescence et de mes débuts de vie de couple sur des choses que j'avais un peu fermées, sur lesquelles j'avais un petit peu fermé les yeux. Est-ce que le fait de tomber amoureux comme ça d'une autre personne, quand t'es en couple, tu dis t'étais jeune maman, c'est pas aussi, quelque part, un manque dans ton propre couple qui fait que tu vas le chercher ou le combler ailleurs ? Alors, c'est une vraie question qu'on s'est posée, sur laquelle on a beaucoup parlé. Enfin, en fait, c'est une question qu'on s'est posée, mais où la réponse, pour moi, elle était évidente sur le fait que j'étais heureuse avec mon amoureux. J'étais heureuse dans mon foyer, dans ma vie de jeune maman avec mon amoureux. Et pour rien au monde, je l'aurais sacrifié. Donc, j'étais pas OK avec le fait de dire... pour ça, je suis prête à sacrifier ma vie de famille ou ma vie de couple ou ma vie amoureuse. Par contre, j'avais envie de l'ajouter. Et en fait, moi, le débat, il a vraiment été là-dedans. Il a été non pas dans on fait des choix et on prend une décision qui élimine des choses, mais moi, j'étais dans une volonté de on ajoute. On peut accumuler, en fait. Et moi, là où mon discours, il a commencé, c'est
Je venais d'avoir ma deuxième fille, en sachant que l'arrivée de ma deuxième fille était très compliquée, mais pour d'autres raisons, moi moralement, voilà. Et quand j'ai eu l'arrivée de ma deuxième fille, il y a eu une espèce de mais c'est possible en fait, je n'aime pas moins ma deuxième que ma première, juste parce qu'elle est arrivée en deuxième. Elle n'a pas moins de valeur parce qu'elle est arrivée après. Et donc ça a été une vraie question sur aimer c'est quoi. Donc quelle est ma définition de l'amour. Donc d'abord j'ai remis en question ma définition de l'amour, et ensuite j'ai remis en question cette notion de une personne. Et en fait je me suis posé cette question en me disant mais si je suis capable d'aimer mes 2 parents, mes 2 enfants, plusieurs amis, en fait, pourquoi il y a qu'en amour qu'on pourrait pas le faire? Et puis déjà, pour moi, on parle aussi d'amour sur les relations dont j'ai parlé avant. Donc, et c'est là qu'en fait, ça a vraiment tout chamboulé, et c'est là que j'ai commencé vraiment à remettre ça en question en disant... Est-ce que tu penses que c'est de l'amour, ou est-ce que c'est possible que tu aimes le fait d'avoir plusieurs casquettes en fonction de la personne avec qui tu es? Je m'explique, c'est quand tu es par exemple avec ton amoureux officiel, tu es un peu la maman de la compagne de tous les jours, le quotidien. À côté, la personne que tu vas rencontrer, c'est plutôt la casquette de l'amante, la maîtresse, et donc le fun peut-être. Alors, il y a de ça, mais ça c'est arrivé justement encore après. Quand on a commencé, vraiment quand j'ai découvert le fait d'être amoureuse et tout ça, c'était pas le cas, parce que j'avais déjà dans ma vie de couple la double casquette, parce qu'on avait une partie vie de famille, de couple et tout ça, et on avait aussi une partie vie sexuelle plus orientée vraiment sur nous et notre sexualité et tout ce qui va autour de ça. Donc c'est pas du tout à ce moment-là que ces 2 casquettes se sont mises. Vous étiez épanouie déjà à ce niveau-là. À ce niveau-là, on était épanouis. Épanouie en tant que femme dans ton couple et en tant que rôle de maman, c'est ça. De compagne officielle. Là où il y a eu plus un besoin, par contre, de ma part, à un moment donné, c'est qu'à la sortie de mes grossesses, moi, il y a eu un besoin de plaire, un besoin d'être aimée, un besoin de me sentir, j'ai envie de dire, attirante, désirée. Mais ce besoin-là, il n'était pas nécessairement dans de la sexualité ou dans une ouverture amoureuse. Ouais. Il pouvait suffire avec de la drague. Voilà, à ce que, voilà, il pouvait vraiment suffire là-dedans. Donc, il y avait un besoin de ça. Il y avait un vrai besoin de me réapproprier mon corps, de me retrouver en tant que femme, ce que toute maman connaît, de réapprendre à m'aimer, de réapprendre à regarder mon corps, de réapprendre à aimer mes seins, mon menton, j'en sais rien, tout ce qui avait pu changer. Ça, j'ai dû passer par là. Mais en fait, en y passant, ça a ouvert des portes encore plus grandes. Enfin, du coup, j'ai eu l'impression d'avoir ouvert une boîte de Pandore, quoi. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Mais comme le fait d'être maman m'a ouvert une boîte de Pandore. Il y a un côté, on découvre un nouveau monde dans lequel il se passe plein de choses, dans lequel il y a plein de gens super intéressants, qui ont plein de trucs à montrer et à dire, mais c'est trop bien. Et donc, la personne que tu es tombée amoureuse faisait partie du cercle d'amis. Comment tu gères de tomber amoureuse de quelqu'un? Donc, j'entends que vous êtes très libre, très porté sur la communication avec ton compagnon de l'époque. Et donc, tu révèles cette attirance. Comment ça se gère, puisque ce n'est pas une personne externe que tu pourrais côtoyer en disant, tiens, ok, oui. C'est ok, on va, tel jour, c'est le jour de ma maman, et tel jour, c'est le jour de mon compagnon, sans qu'ils se côtoient. Toi, tu l'avais inclus à l'avance? Là, on n'a jamais eu à faire de jour, puisqu'il n'y a jamais eu de relation avec cette personne dont je suis tombée amoureuse. Okay. Puisque quand je lui en ai parlé, on a communiqué là-dessus, il m'a dit, oui, moi aussi, je ressens des choses, mais il est hors de question de vivre ce genre de relation. Exactement. Donc, on est restés des très bons amis, on se voit plus ou moins régulièrement. Il n'y a pas de litige, c'est resté très clair. Moi, et à l'époque, c'est ce que je lui ai dit, moi, mes émotions sont là, mes sentiments sont là, et ils sont gratuits. C'est-à-dire que j'attends pas en retour de sa part ni sentiments, ni relations particulières, ni quoi que ce soit de ce genre. C'était gratuit. C'était, tiens, je suis tombée amoureuse de toi, je te le dis, tu es au courant, et maintenant tu en feras bien ce que tu veux. Et si tu veux m'en donner, je le prendrai, mais si tu ne veux pas m'en donner, c'est ok. Par contre, c'est suite à ça qu'on a décidé d'ouvrir le couple et qu'on a décidé de potentiellement se laisser la possibilité d'avoir des relations externes. Et toi, donc c'est ton sentiment, ça t'appartient à toi. Est-ce que ton compagnon est pareil à ce moment-là? Lui est dans le polyamour de son côté, et est-ce que c'est ok pour toi? Alors non, à ce moment-là, lui, je peux pas dire qu'il est clairement dans le polyamour, parce que je pense que moi, je l'ai vraiment réalisé. Ça a été comme un camion qui me fonce dessus, c'était une révélation, et puis c'était un peu obligatoire. Il y a eu cette espèce d'impératif là. Mais par contre, s'en est suivi comme je disais, des longues discussions où en fait, lui, au début, ne comprenait pas tous les tenants et les aboutissants de ma réflexion. La difficulté qu'il y avait, c'était qu'il y a eu plusieurs fois des actes de la part de mon compagnon de l'époque d'infidélité, ou de tentatives d'infidélité, ou de choses autour de ça. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis arrivée avec quand même un discours de « je préfère que l'on fasse les choses honnêtement »,
plutôt que de prendre le risque de repartir dans des choses d'infidélité. Moi, je n'avais pas envie de prendre le risque d'être infidèle, je n'avais pas envie de prendre le risque de casser notre relation pour ça. Par contre, j'avais vraiment envie de l'inclure à l'intérieur. Et lui, au début, était un peu dans le refus. Et après, on a dû comprendre pourquoi il était dans le refus, quelles étaient ses peurs, pourquoi il avait des peurs, quelles étaient ses limites, où est-ce qu'il voulait en mettre, etc., etc. Donc, au début, on est passé par tout un schéma de, on met les limites, c'est quoi les règles? Du coup, ok, on est en couple libre, mais c'est quoi les règles? Et alors, ça a démarré par des règles. Et moi, là, ça n'allait pas du tout. Initialement, vous étiez libre, donc libertin, on va être clair, ou pas du tout? Pas du tout. Initialement, pas du tout. Initialement, j'étais dans un couple que l'on peut appeler standard, qui même si, pour moi, aujourd'hui, n'est pas, dans un couple exclusif, avec un homme qui me disait qu'il m'aimerait toute ma vie et qui me protégerait toute ma vie. Et donc, quand vous avez ouvert ce couple, est-ce que ça s'est limité à purement sexuel? Je veux dire, tu peux aller voir ailleurs, mais il n'y a pas de sentiment? C'était là que moi, j'étais pas, au début, c'était là ses premières règles à lui en disant, il faut que ce soit purement sexuel et pas forcément émotionnel. Et moi, ma limite, elle était là, c'est que c'était impossible. En fait, moi, la question ne se posait même pas. À aucun moment, je ne pourrais avoir de rapport sexuel avec... Enfin, à aucun moment, non, mais à ce moment-là, je suis pas du tout dans une envie de rapport sexuel avec des inconnus juste pour le délire. À ce moment-là, je suis plutôt dans une envie de relationner avec des gens et d'ajouter des gens qui m'intéressent, avec qui j'ai envie de relationner dans mon entourage. Et ça, il l'a compris rapidement? Il l'a compris rapidement parce qu'il a vu dès le départ, quand j'étais amoureuse de notre ami, que c'était possible. Il a vu aussi que ça ne changeait pas forcément l'amour que je lui portais. Comment on jongle au niveau organisation avec justement ce côté plusieurs personnes? En plus, t'as un rôle de maman, t'es indépendante. C'est pas évident déjà de gérer un seul couple. Alors le plus dur, c'est le planning. Ouais. Le plus dur, c'est le planning. Quand vraiment, il y a eu une période, je vais appeler la période folle, il y a eu une période où vraiment on a lâché les lions, comme on dit, où en fait j'ai pu, je sortais pas mal, je rencontrais de nouvelles personnes, je découvrais de nouveaux cercles. Il y a vraiment eu toute une période où on sortait beaucoup pour ces choses-là. Et là, le plus dur à gérer, c'est le planning. Ouais. Ouais, c'est qu'il faut, il faut trouver du temps pour soi. Moi, généralement, c'était 2, maximum 3 soirs semaine où on savait que c'était un moment à moi, pour moi, où je savais que c'était un moment où que je me consacrais et où je pouvais passer du temps avec d'autres personnes. Et la place de la jalousie, comment ça se passe? Est-ce que du coup vous dites tout, tu exprimes tout ce que tu ressens vis-à-vis de l'autre personne à ton compagnon, ou t'as une part d'intime et ça une réserve pour toi? C'était le gros débat. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas besoin de tout savoir, mais que quand on pose la question, c'est qu'on a besoin d'une réponse. Donc en fait, faut pas répondre à quelque chose pour lequel on n'est pas prêt d'entendre la réponse. Donc moi, je vais pas anticiper un besoin de sa part en allant lui dire quelque chose dont il n'a peut-être pas envie d'avoir les informations. Par contre, dès qu'il me pose une question, on est transparent et on est honnête sur ce qui se passe. Enfin, sur la réponse. Ça, c'était la première chose, en tout cas pour moi, qui était essentielle. Par contre, il y a des fois où on est des humains, il y a des fois où on a des sujets sur lesquels on est un peu plus pudique, on ose peut-être moins communiquer, et donc on va peut-être avoir du mal à dire certaines choses. Donc là, ça demande des longues conversations aussi et d'apprendre à communiquer là-dessus. T'as le droit de tout dire. Enfin, moi, je pars du principe que tu peux tout dire. Si t'as besoin d'exprimer, tu m'emmerdes avec ton Jean-Pierre Paul Jacques, je viens d'entendre trop parler, je suis fatiguée. C'est ok, mais c'est ce que tu ressens. Et moi, j'en fais après ce que je veux. C'est-à-dire que la limite, elle s'arrête là où la mienne, elle s'arrête aussi où elle commence. Et en fait, à tout moment, tu peux tout m'exprimer, mais à tout moment, j'en ferai ce que je veux et tu en feras ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux me dire, je ne suis pas d'accord. C'est ton opinion. Par contre, je peux choisir de prendre le temps de prendre ton opinion en compte et de prendre le temps de me remettre en question à ce moment-là sur ton opinion. Et je peux choisir à un moment donné d'être naïve et d'avoir le droit de lâcher prise et de me dire non, là j'avance pour moi et là j'écoute pas à ce moment-là. Donc ça demande un petit peu de jonglage. C'est pas toujours facile, mais en fait ça demande d'apprendre à se connaître soi. Et c'est tout là le combat en fait de ce qu'on a vécu, c'est que c'est vraiment qui moi je suis et non pas qui je suis avec l'autre. Ouais. En fait, il y a plus. C'est très bizarre parce qu'à la fois on parle de rajouter, on parle d'englober comme ça, on parle de plus, mais en fait on est beaucoup plus individuel. Ouais, mais quand je dis individuel, voilà, c'est ça. Mais quand je dis individuel, c'est un individuel qui me permet d'être encore plus oui aux autres. Si j'y arrive bien, je vais être encore plus disponible. Mais si j'y arrive pas bien parce que je suis dans la jalousie, dans la crainte, dans la peur, dans la retenue ou dans la limite, ça devient plus compliqué. Et après, il y a eu des moments où moi, je suis dans telle et telle crainte,
pour tel et tel sujet. Par exemple, quand mon ex-conjoint, plus d'un certain âge, se retrouve en couple avec des jeunes femmes très jeunes, et que moi je suis au milieu, donc moi je suis déjà beaucoup plus jeune que lui, et que là je me retrouve avec des jeunes femmes beaucoup plus jeunes que moi. Donc là il y a un contraste qui était énorme. Et ce contraste énorme, moi, m'a mis en grande difficulté. Parce que il m'a remis en face de mon âge, de certaines choses, j'ai envie de dire, perdues, irretrouvables. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir. En fait, ça m'a mise en compétition là où j'avais tout fait pour ne pas l'être. Mais c'est toi, dans ta pensée. Et en fait, c'est exactement ça. Le vrai problème à ce moment-là, c'est pas cette jeune fille de 20 ans, c'est moi. Par contre, là où il y a une difficulté, ça va être aussi, il y a le moi, mais il y a aussi le moi social. On a choisi de vivre tout ça ouvertement et librement. Aujourd'hui, socialement, il y a des différences d'âge qui peuvent être compliquées à entendre. Et donc, c'était peut-être la limite. Ça se mixe entre le touchy et le pas touchy. Donc, c'est des sujets qui vont, à ce moment-là, faut apprendre, quoi. Il faut mordre et puis... Je voudrais revenir sur ton parcours. Donc, tu as rencontré quelqu'un, tu es tombée amoureuse, la personne n'a pas voulu rentrer dans cet univers. Tu es retombée amoureuse de quelqu'un entre-temps et ça a matché? Oui, mais beaucoup plus tard. Entre-temps, du coup, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes. Je me suis retrouvée, donc nous, on les appelait les amants. Donc ça, c'était un peu un accord qu'on avait eu ensemble et dont on parlait à chaque fois avec nos amants, en leur disant, est-ce que ça te convient qu'on te nomme comme ça tant qu'il n'y a pas plus? C'est-à-dire que au début, c'était vraiment des relations d'amants. Et donc, il y a eu plusieurs amants, des gens avec qui j'ai relationné sur plus ou moins long terme. Et dans ce lot d'amants, il y en a un avec lequel, oui, il y a eu un gros match. Et du coup, est-ce que tu deviens exclusive avec un amant? Ou alors, tu papillonnes plusieurs à la fois? En fait, ça dépend de chacun et des demandes de chacun et des besoins de chacun. Si tu tombes amoureuse d'une personne qui te dit, voilà, je suis OK avec ton compagnon principal, mais ça doit se limiter à ce compagnon principal, je veux que tu sois exclusive avec moi. Alors, ça m'est arrivé. C'est un peu particulier, l'instant. Et une fois de plus, c'est OK. Pour moi, c'était OK de dire, à ce moment-là, cette personne-là, elle a ce besoin-là, est-ce que moi, ça me convient? La première question, c'est ça. Est-ce que moi, ça me convient? Est-ce que je suis OK avec ça? Et après tout, je suis OK avec ça. Si je suis OK avec ça, on est parti. Donc, en fait, moi, la question, elle s'est posée. Où on m'a dit, en fait, c'est compliqué pour moi à gérer. C'était pas une volonté de sa part. Et donc, je suis complètement OK avec les amants actuels, mais pas plus, quoi. Genre, je saurais pas gérer plus. Et je saurais pas gérer plus, en fait, que ton mari. Et donc, que ton mari, à rectifier, mais que ton conjoint actuel, on va dire principal. Et c'est là qu'on a rentré de nouveau dans notre débat de couple. Qu'est-ce que le principal? Oui. Parce qu'en fait, à un moment donné, on est arrivé où donc on a démarré avec on est deux, puis ces deux-là, ils ont des petites ramifications, puis il y a des ramifications qui prennent un peu plus de place que d'autres, hein. C'est comme un arbre, il y a une branche qui va prendre un peu plus de place, qui sera un peu plus lourde. Et alors nous, on a toujours fait le choix de se présenter nos conjoints, nos amants respectifs, dès que c'était plus de 2 ou 3 entrevues, parce que on a 2 enfants, que donc il y avait un minimum de sécurité familiale qu'il fallait protéger, et que c'était important d'être certain que cette sécurité familiale pouvait être maintenue avec d'autres personnes et que donc ces autres personnes, il fallait à un moment donné qu'elle soit quand même acceptée par l'autre. Donc ça, c'était la première chose. Ou alors, elle restait complètement externe, mais dans ce cas, elle ne venait jamais dans le coin, elle ne fréquentait personne de nos amis, elle n'entrait pas dans la bulle. Pour rentrer dans la bulle, il fallait quand même à un moment donné qu'il y ait intégration. Voilà, c'est ça. Donc d'abord, ça c'était, on va dire, le tronçon initial, et ensuite, avec toutes ces ramifications, il y a une vraie question qui s'est posée, qui a été la question de ce qu'on appelait la primeur. Ou moi, et là c'est moi qui suis un peu rentrée dans le débat en disant mais à quel moment notre aîné, donc notre enfant principal, alors moi je fais cette comparaison-là, peut-être à tort, elle peut m'être reprochée, je l'entends, mais moi je la fais. À quel moment mon enfant aîné a plus de droit à mon amour que mon second, pour la simple et bonne raison que j'ai eu plus d'expérience avec, plus de vécu, et qu'il est arrivé en premier. Parce que le deuxième, quoi qu'il arrive, n'aura jamais plus d'expérience, puisque le temps... l'aîné aura forcément 1 an ou 2 d'avance, quoi qu'il arrive ad vitam, sur le second. Et donc, est-ce que le second a moins de valeur que l'aîné de par sa position? Là, après, c'est un débat, mais oui. Dans ton cas, le principal, donc ton compagnon principal, c'est le père de tes enfants. Voilà. Dans l'équation, c'est peut-être différent aussi. Alors, c'est différent pour ma situation familiale, mais pas pour ma situation amoureuse. Là, on parle de la situation amoureuse. Mais pour vivre au quotidien. Non. Alors là, il y a plein de questions qui se peuvent se poser. Mais ça, on n'en était pas encore là. Mais je suis totalement d'accord. Mais dans tes sentiments, effectivement, il y a peut-être, finalement, le premier ne va pas être pour autant celui que tu vas préférer dans tes sentiments à certains moments. C'était ça, l'idée, c'était de retirer cette idée de premier, cette idée de primeur, cette idée de on a d'abord un couple essentiel et de ce couple, on a des ramifications. En fait, les ramifications, elles ont autant de valeur que ce couple.
Et donc c'est là qu'on est sorti de l'idée de l'arbre pour rentrer dans un truc beaucoup plus organique et beaucoup plus mélangé, où en fait chacun a de la valeur individuelle et chaque relation a des valeurs individuelles. Donc là on a commencé à sortir de ça. Et quand tu commences à sortir de ça, en effet tu te poses des questions sur la famille, le foyer, les enfants. Comment gérer justement l'ampleur qu'il prend dans ta vie si toi tu vis en parallèle une vie traditionnelle de famille? Parce que lui, de son côté, peut vivre aussi de la jalousie. Alors, est-ce que ça tu l'as déjà rencontré? Oui, on l'a rencontré. Pareil, on en a parlé. On s'est posé des questions. Moi, j'ai posé la question de dans quelle mesure tu veux être intégré à ça, dans quelle mesure tu as envie de... Alors après, je dis j'ai posé les questions, mais on a tous essayé avec chacun nos armes et chacun nos petits outils, essayer de faire pour avancer. Et chacun avance avec son bagage. Hein, donc voilà. Mais c'est les questions qui sont posées à l'époque. Et donc c'était plutôt dans quelle mesure on intègre, dans quelle mesure on laisse de la place en fait et on rend cette place disponible. Et en fait on a commencé. Il y a eu toute une période où on vivait plein de moments avec les amants des uns ou des autres et nos enfants par exemple, des événements, des sorties, des voilà des moments qu'on vivait où il y avait ces gens-là là, avec nous, à partager ces moments-là. Dans la communication, tu me demandais comment l'autre voyait et vivait, tu me parlais de la jalousie et tu me demandais comment, par exemple, l'autre se positionnait sur moi quand je demande à venir à ouvrir le couple. Il y a eu toutes les conversations, tu me parlais aussi des conversations, tout dire, ne pas tout dire ou tout dire. Au début, il y a eu beaucoup de règles qu'on a mises en place. Hein, et dans ces règles, c'était de dire ce qui s'était passé la veille ou de ne pas dire, etc. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, l'autre vivait très très mal le fait de raconter tout ce qui s'était passé la veille. Et on s'est aussi rendu compte que, en fait, ce que l'on raconte, il est d'office interprété par la personne qui est en face. Et donc, on a beaucoup communiqué sur comment ne pas surinterpréter ou interpréter. Par exemple, t'es en couple avec ton conjoint, trop bien, vous avez passé une soirée de folie. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu dis à tes potes, j'ai passé une soirée de folie hier avec mon copain, génial. Ton copain, il sait que vous avez passé une soirée de folie, mais vous avez vraiment passé une soirée qui a eu des moments hauts, des moments moyens, des moments bas, des moments hauts, et puis des moments où il se passe un peu trop rien. Et cette soirée-là, elle a une réalité. Mais quand on la raconte en disant j'ai passé une soirée de folie, la personne qui l'entend la voit comme sa soirée à lui de folie. Projette. Exactement, et non plus comme la réalité de cette soirée. Et ce qui a été très compliqué au début sur la communication, c'était sur remettre chaque chose à sa juste place. J'ai passé un chouette moment avec un gars hier au bar. Ah ouais, donc en fait, le mec, il était trop beau, il était trop sympa, il t'a payé trop de verres, vous avez... Non, on a bu un cocktail, j'ai découvert qu'il était plutôt chouette, c'était calme, mais la conversation avait du sens. En fait, c'est de remettre chaque chose aussi dans son contexte, mais surtout, ne pas le surinterpréter. Et du coup, ça change beaucoup aussi notre façon d'être jaloux. Parce qu'en fait, la jalousie, alors, elle peut être exprimée de plein de façons différentes. Et la jalousie, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Faut la garder. En fait, elle est bonne. Elle est pas bonne à éliminer. Par contre, elle est bonne à se poser les questions sur qu'est-ce qui ne va pas. Moi, par exemple, je me rendais compte que j'étais plus frustrée quand il faisait une super soirée et qu'il revenait en me disant, j'ai fait une super soirée, on s'est trop éclaté. Qui était pas. Et en fait, moi, j'avais la frustration de ne pas y être. Et donc, mon problème à moi, il était plutôt dans cette sensation de manquer quelque chose. Parce que du coup, je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir tout vivre. Et donc, vu que j'ai envie de tout vivre, si on me dit qu'on a passé une super soirée, j'aurais eu envie de la vivre. Et donc, c'était ça qu'il fallait réajuster dans la jalousie, c'est de trouver les points sur lesquels on est fragile et de se dire, OK, là, je suis fragile là-dessus. Donc, en fait, toi, quand tu me racontes ta soirée, il faut vraiment que tu prennes le temps. Soit de pas me raconter trop de détails, soit que moi je la remettre à sa juste place de oui, c'était une chouette soirée, mais c'était pas non plus. Mais c'est beaucoup d'énergie en communication finalement de devoir un peu justifier. Ça dépense beaucoup d'énergie. Franchement, je le comprends et je le vois, mais en fait, ça en dépense au début. Une fois que le truc il est stable, ça en dépense plus et il y a une forme de confiance. Mais au début, je pense qu'il y a un besoin un peu comme des enfants. Enfin, en fait, moi, je fais beaucoup de parallèles avec ça, mais c'est un peu comme des enfants. Au début, avec les enfants, ça nous demande énormément d'énergie pour au fait, tu fonctionnes comme ça, d'accord. Donc, si tu fonctionnes comme ça, moi, je vais m'adapter comme ça. Et puis, tiens, faut faire attention parce que tu es en train d'apprendre à faire ça, donc tu manques de sécurité là-dessus. Donc, moi, je vais te soutenir là-dessus. C'est beaucoup d'adaptation. Puis, au bout d'un moment, les choses, elles sont censées de nouveau rouler. Par contre, je pense que cet effort-là, c'est pour ça que je dis, on est très individuel et en même temps, c'est pour un objectif plus commun. Alors qu'aujourd'hui, on a plus tendance pour moi, attention, c'est vraiment pour moi, à prétendre à du commun, mais à pas être capable. Et là, il y a quelque chose en fait, il faut d'abord faire cet effort pour qu'après,
on arrive sur quelque chose de très juste et de très équitable. Enfin, même pas équitable, mais égalitaire. Enfin, quelque chose qui appartienne à chacun et qui puisse être vraiment autonome à chacun. Individuel, voilà, c'était ça, pardon. Individuel à chacun. Et de l'autre côté, cet effort-là, bah oui, il faut le fournir d'abord. Parce que si tu le fournis pas dès le départ, bah ça va pas marcher. Et puis, ça risque d'être, par contre, beaucoup plus compliqué à gérer par après, quoi. Est-ce que tu intègres directement tes amants dans ton foyer? Au début, évidemment, pour les rencontres et tout ça, on n'intègre pas le foyer. Parce que le foyer, c'est les enfants, c'est la sécurité. En plus de ça, pour moi, c'est aussi une partie de ma profession. Enfin voilà, le foyer, à ce moment-là, on l'intègre pas. Mais en fait, tout comme dans n'importe quelle relation amoureuse, au début, on se protège. Et puis petit à petit, on va ouvrir les portes en fonction de la confiance que l'on peut s'accorder l'un l'autre. Mais c'est exactement pareil. Au début, ça se passe plutôt loin du contexte familial pour pas que ça interfère de trop. Et puis petit à petit, on peut commencer à l'intégrer en fonction de la confiance qu'on lui voue. Il y a des gens avec qui ça va se faire en 2 jours, tu sais pas pourquoi, c'est naturel. Puis il y a des gens, ça va se faire en 6 mois. Puis il y a des gens, ça va jamais se faire. Et c'est un peu comme dans n'importe quelle relation amoureuse. Tu parles de tes enfants, comment ça se passe? Est-ce que t'as eu un dialogue avec eux sur ce que tu ressens, ce que tu vis au quotidien, sur tes sentiments? Oui, alors déjà, j'ai été suivie psychologiquement, même si j'ai pas l'air comme ça. Déjà, je me suis fait suivre parce que moi, je voulais être certaine de pas aller trop loin, de pas me tromper. J'avais besoin un peu qu'on me rassure. Qu'on me rassure plus. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je me suis fait suivre aussi parce que j'ai 2 enfants et parce que je voulais pas qu'elles en subissent les conséquences, même si quoi qu'il arrive, c'est mes enfants et malheureusement, elles subiront les conséquences de mes actes. Mais du coup, j'avais envie que ça se passe le plus sereinement possible et une fois de plus, dans un souci, moi, de communication, j'avais envie que tout soit dit. J'avais pas envie de cacher ces sujets-là. Donc évidemment, je ne parle que de ce dont elles sont capables d'entendre, c'est-à-dire que je vais pas arriver avec une gamine de 4 ans et lui dire oui, alors maman ce soir elle est partie faire la teuf. Enfin, à un moment donné, il y a des choses qu'on respecte vraiment sur ces choses-là. Voilà. Par contre, on a parlé de l'amour, on a parlé de la vie de couple, on a parlé du fait que nous étions leurs parents et que nous restons leurs parents. C'est-à-dire que on a parlé de la place de chacun. On n'a pas remis en question la place de chacun. On a vraiment laissé à chacun sa place, en disant voilà, papa c'est papa, maman c'est maman, un ami c'est un ami. Il n'a pas de droit sur elle, il n'a pas autorité sur elle. Il a la même autorité que n'importe quel adulte ou n'importe quel enfant de leur environnement. C'est-à-dire que chacun a sa place en effet, mais tout ça, donc ça a été d'abord recadré et ensuite ça a été, on a parlé de l'amour. C'est quoi l'amour? Puis c'est quoi? Puis papa et maman ils sont amoureux? Oui. Et puis maman elle a d'autres amoureux? Oui. Et puis donc maman elle est aussi amoureuse de oui. Ah, et puis papa, il est aussi amoureux de oui. Ah, d'accord, donc en fait, vous avez plusieurs amoureux. Oui. Mais comment ça se passe si les amoureux changent? Alors, moi, ça, c'était un gros truc qui me stressait beaucoup. Parce que j'avais pas envie de mouvement. J'avais pas envie de ça, ouais. Donc, en fait, déjà, on les introduisait aux enfants que quand il y avait une certaine relation. Après, ça a fait partie des choses qui ont été difficiles à gérer puisqu'on n'a pas tous la même vision. Et du coup, là, en l'occurrence, avec mon ex-conjoint, on n'avait pas la même vision du temps de relation. Donc moi, par exemple, je n'ai introduit aux filles que 2 personnes. Lui, il avait plus vite des sentiments avec les personnes avec qui il était. Donc en fait, très rapidement, il introduisait ces personnes aux enfants. Donc on n'était pas forcément d'accord là-dessus. Et ça a créé aussi des tensions et des conflits. Mais les filles savaient, enfin c'est un peu comme des amis. Elles le voient pas. Elles n'ont pas d'attachement émotionnel avec cette personne au départ. C'est-à-dire que des amis qui viennent à la maison manger chez nous, elles en ont vu, elles en ont eu plein. Et il y en a qu'elles vont voir pendant 6 mois, puis qu'elles vont plus jamais voir parce que les relations vont faire que on se voit moins, ou ça s'est détérioré, ou n'importe. Et à l'inverse, il y a des gens que ça fait plus de 10 ans qu'on voit régulièrement. Et pour elles, c'est la même chose. Elles n'ont pas de rapport émotionnel encore avec cette personne. Le moment où elles en auront un, c'est le moment où elles en auront créé un elles-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand elles vont choisir d'être proches de telle ou de telle personne, c'est un choix de leur part. Tout comme nous, on va choisir d'être proches de telle ou de telle personne. Et donc, ce détachement-là, ce changement-là, au final, il devient juste normal et pas moins normal qu'une amitié. Donc ça, ouais, ça a été fait comme ça. Tant que tu les préserves, en fait, finalement, de tout cet aspect sexuel. Ah par contre, il est hors de question de mixer ces choses-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité sur ces sujets-là aux enfants. Enfin, c'est même pas un sujet. Et oui, il n'y a pas de moment où elles nous côtoient dans ces contextes-là. Elles sont avec nous dans des contextes de vie classiques,
où on se fait un barbecue sur la terrasse, quoi. Comment tu vis le regard des autres? Comment tu vis le jugement? C'est quelque chose, le polyamour, c'est pas quelque chose de courant dans notre société. Je pense qu'il y a peut-être 10% de la population qui vit ça, et encore, je crois que dans les 10%, c'est surtout du libertinage, même pas du polyamour. Comment tu acceptes le regard des autres? Je pense qu'on est tous comme on est. Je pense que déjà, j'ai toujours été relativement ouverte sur ces sujets-là. Le sujet de la sexualité, ces débats-là, c'est des débats sur lesquels j'ai toujours été plutôt ouverte et ça m'a jamais trop posé de problème d'en parler. Je pense que le jugement des autres, le plus dur, ça a été la peur des autres. Pas leur jugement, mais leur peur. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, il y a une forme de jugement de la part des autres, mais en vrai, un jugement, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Fondamentalement, ça changera pas ma vie, quoi. Par contre, les peurs des autres, moi, me touchent beaucoup plus. Mais parce que moi, je me sens, mais peut-être que, c'est plus lié à moi, du coup, mais parce que moi, je me sens très vite, ah putain, s'il a peur de ça, il y a peut-être ça que j'ai pas pensé, puis peut-être qu'en fait, j'ai pas vu ça, et du coup, moi, je vais remettre en question ce que je suis en train de faire. Leur peur te stresse. Donc, leur crainte, elle va me faire dire, ah, il y a une peur là-bas, peut-être que je l'ai pas vu cette peur, peut-être que moi je l'ai pas déjà, voilà. Et donc ça va avoir tendance à me faire cogiter. Le plus dur dans le regard des autres, sinon, c'était même pas le regard qu'on portait sur moi, c'est le regard que l'on portait sur mes proches à cause de moi. Par exemple, ma famille. J'ai la chance aujourd'hui de vivre loin, géographiquement parlant, de ma famille. Et le plus difficile, c'est que moi j'ai assumé auprès de mes proches, ma famille, mes amis, ce que j'avais choisi de vivre et la façon dont j'avais choisi de le vivre. Là, je parle de ma famille proche, mes parents et tout ça. Mais par contre, il y a la famille un peu plus éloignée ou les amis un peu plus éloignés qui, eux, vont avoir un jugement qui, à la limite, s'ils le portent sur moi, si on me juge moi en me disant « Oh là là, celle-là, mais quel catin !» Eh ben, écoute, mais porte-le ton jugement. Vraiment, je suis assez solide pour ne pas avoir de difficultés avec ça. Par contre, ce qui était très difficile et ce qui m'a vraiment interrogée sur le fait de le dire à mes parents, c'était le jugement que leurs proches porteraient sur mes parents à cause de mes choix. Ah ouais. Oui, ça c'était quelque chose qui me vraiment terrifiait. Les amis de tes parents. Par exemple, que les amis de mes parents disent à mes parents, putain, votre fille, et que du coup pensent que c'est un peu de la faute de mes parents. Il y avait cette espèce de que mes parents soient jugés pour mes actes. Est-ce que ça t'a pas amené parfois des moments malaisants avec des gens qui ont appris ça, qui se sont dit bah allez, ouvert d'esprit, allons-y? Il y en a eu plein de genres différents. Il y a déjà quand tu en parles ouvertement, les comportements des gens changent. Les comportements de nos amis ont changé, les comportements de beaucoup de proches ont changé. Parce que pour beaucoup de femmes, je suis devenue une ennemie. Et pour beaucoup d'hommes, je suis devenue un potentiel. Donc ça déjà, alors moi en tant que femme, et à l'inverse, pour mes partenaires ou conjoints, c'était l'inverse. Donc pour beaucoup de femmes, ils deviennent des partenaires potentiels, et pour beaucoup d'hommes, ils deviennent un ennemi potentiel. Donc ça, c'est très particulier, parce que c'est comme si on redevenait célibataire mais en couple. Il y a eu aussi beaucoup de questions sur, mais quand j'ai intégré certains de mes amants avec lesquels j'avais des vraies relations longues, mes amis me disaient, mais du coup, j'invite qui? Je t'invite toi et ton amant, ou je t'invite toi et ton autre amant? Et moi je dis, mais tu invites celui que tu as envie de voir. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux nous inviter tous, tu peux ne m'inviter que moi, tu peux inviter notre couple avec machin, ou inviter notre couple avec machin. Ça t'appartient complètement. Et ça, c'est compliqué à comprendre pour les gens. Ouais. Ça, c'est un truc, ils sont un peu choqués, ils savent plus trop comment réagir. Ils ont peur de vexer, ils ont peur de pas savoir. Et moi, je dis, en fait, je l'ai intégré. Si ça devient ton ami, c'est tant mieux. Si ça ne le devient pas, tu m'invites moi. Et après, on doit trouver de nouvelles connexions là-dedans. Il y a des nouveaux trucs qui se créent. Mais donc, voilà. À partir donc toi, dans ton polyamour, c'est le concept, à la base, c'est chacun voit son amant ailleurs que dans le cadre maison, dans le cadre familial. Oui, tant que... Vous ne vivez pas avec votre polyamour. Ah, ensemble. Ouais. Non, sauf si on tombe tous les deux amoureux. C'est-à-dire qu'une fois de plus, si on est tous les deux amoureux de la même personne, alors rien, à cœur vaillant, rien d'impossible. Mais il faut que ça arrive. Non, ça ne m'est pas arrivé. Je ne me considère pas comme bisexuelle ou autre. Okay. Je me considère comme amoureuse. Donc c'est soit j'ai des coups de cœur, soit j'en ai pas. Donc si t'as déjà eu un coup de cœur pour une fille oui. Pour qui tu es restée oui. en couple aussi. Oui. Oui, donc ça aurait pu arriver alors que vous soyez un trouble, comme on appelle, et vous vivez ensemble. Quand moi j'ai commencé à un moment donné à avoir une longue relation du coup avec un de mes amants qui n'était plus un amant, avec qui j'étais du coup en couple aussi, il y a eu la question du trouble et le sujet du trouble a été abordé en rigolant, en disant nous ne sommes pas un trouble parce que justement ces deux personnes-là elles-mêmes n'avaient pas de relation
amoureuses entre elles. Ils avaient une relation amicale à l'époque, ils étaient amis, mais il n'y avait pas de relation amoureuse entre eux. Et donc ça, donc il n'y avait pas de débat, tout comme mon ex-compagnon avec son amante et qui est devenue à un moment donné sa compagne. On était amis avec cette personne-là. Moi, j'étais amie avec cette femme-là, mais nous n'avions pas, il n'y avait pas d'amour. On n'était pas dans une relation amoureuse. Donc là, il n'y avait pas de débat. Si un jour c'était arrivé, moi, j'étais pas contre du tout l'idée. Mais ça, tu n'as jamais vécu. Non, je l'ai pas vécu en tant que tel. De la même personne. Non, c'est pas Ça aurait arrivé. été peut-être plus facile. C'est ça, c'est arrivé en décalage. Okay. Et toi, ta plus longue relation d'amant, elle a duré combien de temps? Ou elle dure encore? Elle dure encore. Elle dure encore, je crois qu'on a 4 ans. 4 ans, ok. 3 ou 4 ans, ouais. Donc oui, quand tu es avec cette personne, t'es vraiment comme n'importe qui est en couple. Complètement. Bah, au tout début, on était, voilà, au début, on était des amants qui se voient, qui se fréquentent, qui s'amusent, qui se découvrent. Il y a un côté très léger aussi qui fait du bien. Ça, par contre, c'était très plaisant. Il y a quelque chose de très léger. Il n'y a plus la pression de se mettre en couple. Il n'y a plus la pression de cette pression sociale un peu il faut trouver quelqu'un, il faut être soit un don Juan, soit une jeune fille machin, enfin j'en sais rien. On enlève un peu ces clichés-là, on est un peu qui on veut, ce qu'on veut au moment où on veut l'être, hein, et on kiffe à ce moment-là. Et ça c'est très très satisfaisant et c'est une vraie découverte de soi-même. Et après, petit à petit, les choses vont faire que on s'attache, on passe de plus en plus de temps, on communique de plus en plus. Et là, on commence à dire, il se passe quelque chose. Et après, il y a un moment donné où on met sur la table, en fait, on est quoi l'un pour l'autre? Et est-ce qu'on décide d'y aller ensemble? Et au moment où on met ça sur la table, déjà, on peut commencer à avancer sur qui on est et où on va. Et donc, ton compagnon actuel, donc lui, il n'était pas polyamoureux? Non. Non, il n'était pas polyamoureux. Par contre, il était libertin. Enfin, il est libertin. Donc, c'était encore un autre univers. C'est encore un autre univers. C'est encore une autre façon de le voir et de le vivre. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a quand même entendu et compris beaucoup de choses de ce que je vivais et de ce qui se passait. Mais du coup, c'est encore pas la même chose. Toi, le libertinage, c'est du sexe? Pour moi, le libertinage, du coup, alors, ça peut ne pas être vu que comme du sexe, mais de manière générale, on n'est pas dans une inclusion comme moi, je voulais vivre dans le polyamour. Dans le libertinage, on est déjà dans quelque chose que l'on vit, en tout cas nous, dans notre façon de le vivre, en couple d'abord. Et en tant que couple, on va découvrir et on va ouvrir les portes. Donc c'est encore différent du polyamour ou en tout cas de l'amour un peu plus libre que j'ai. Aujourd'hui, tu es séparée de ton compagnon. Avec qui j'ai fait ça, ouais, avec qui j'ai découvert ça. Est-ce que tu penses que cette décision de cette séparation peut aussi être liée au fait d'avoir trop ouvert ton sexe? Comme tu dis, le fait que tu ne sais plus l'équilibre entre qui est le premier et qui est le deuxième, peut-être que dans sa perception à lui, il y a besoin quand même d'avoir cette officialité. Je pense qu'il y a eu de ça. C'est malheureusement pas les raisons pour lesquelles on s'est séparés. Mais voilà, c'est ça. Mais je pense que je pense que c'est pas simple à vivre et à comprendre. Et je pense que j'arrive pas encore à avoir la réponse sur le fait que l'on est comme ça ou que l'on le devient. Je suis incapable de dire je pense pas que tout le monde est. Ni libertin, ni polyamoureux, ni quoi que ce soit de ce genre. Je pense que chacun est ce qu'il est et qu'on doit apprendre à vivre avec les autres. Mais je n'ai toujours pas la réponse est-ce que ça aurait pu lui convenir ou pas, réellement. Est-ce qu'il peut y avoir tromperie dans un polyamour? Bien sûr, bien sûr. Parce que vous êtes beaucoup dans la communication, vous êtes dans l'ouverture, que ce soit sentiment et sexuel. Contrairement au libertinage, souvent on entend que c'est souvent purement sexuel et donc les sentiments n'ont pas leur place. Et donc là, effectivement, il peut y avoir tromperie sur les sentiments. Dans votre cas, vous vivez les sentiments à fond avec d'autres personnes. Donc comment on peut tromper? Parce que tromper, ce n'est pas lié au sentiment ou à l'amour. Tromper, c'est lié au fait de cacher quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on peut choisir. Alors là, this is the question. Eh bien, en fait, c'est la grande question. Je pense que si tu es libre de tout, le fait de mentir, de cacher, c'est beaucoup de pudeur. C'est des peurs ou c'est lié à des craintes. On reste des humains. Et même si on est en couple et qu'on est ouvert d'esprit et qu'on a une super communication, il y a des sujets qui peuvent rester très, très, très touchy. Et il y a des sujets qui peuvent être compliqués à aborder avec l'autre. Par exemple, des sujets de fantasme, très intimes, qu'on a peut-être, pour X ou Y raison, réussi à vivre ou à dévoiler avec une autre personne, qui peuvent être très compliqués à vivre ou à dévoiler avec une autre, avec encore du coup une autre avec sa personne
qu'on a décidé de nommer principal. Et donc là, par exemple, ça peut être des sujets qui sont très compliqués à aborder. Il y a d'autres sujets qui peuvent être compliqués à aborder, par exemple la sécurité, c'est-à-dire que la protection. Nous, c'était un grand débat. À un moment donné, on se protège parce qu'en fait, la sécurité de l'autre en dépend. Et donc, il faut savoir se tester, il faut savoir se protéger, il faut savoir faire attention avec qui on fréquente et tout ce qui va autour de ça. Donc, tout ça, ça fait partie quand même des choses qui sont essentielles dans ce genre de vie et de pratique. Et en fait, par exemple, tromperie, ça peut être de ne pas dire qu'il n'y a pas eu de protection à tel moment ou de telle façon. Oui. Donc, les risques que ça engendre. Et les risques que ça engendre pour l'autre. Donc forcément, c'est compliqué d'aller dire je vais dire une bêtise, mais à sa copine avec qui on est depuis 15 ans que hier soir on a débordé avec sa nouvelle amante parce que en fait j'en sais rien, moi, au lieu de faire un truc normal, on est parti à YOLO faire du rodéo sur le lit de l'hôtel et qu'on s'est pas protégé et qu'en plus c'était génial. C'est trop gênant. Et en fait, on arrive dans de l'intime, on arrive dans des peurs et on arrive dans assumer ses erreurs et ça, je pense que c'est très compliqué. Et pour tout le monde, je pense que ça, c'est des moments qui sont très compliqués. Je sais que nous, on s'est retrouvés dans des situations de conversation, à entamer la conversation où en fait, on sentait que l'un et l'autre cherchaient à faire dire à l'autre qu'il avait fait une erreur pour être capable soi-même d'arriver à dire qu'on avait fait une erreur. Et là, on s'est rendu compte l'un l'autre de notre débat en se disant, attends, en fait, on a tous les deux déconné. Et en fait, on est tous les deux en train de se dire, d'attendre que l'autre, il nous prouve qu'il a déconné. Et en fait, ce qui est fou aussi, c'est qu'on n'a pas tous la même culpabilité et la même capacité à penser. Donc moi, par exemple, là où je vais penser avoir déconné, c'est parce que j'aurais embrassé quelqu'un qui était un peu trop proche. Dans notre cercle d'amis, parce que moi j'avais au début fait très attention à nos cercles d'amis, j'évitais parce que c'était des amis, j'avais pas envie de les inclure et donc mais j'en sais rien moi, ça a débordé sur machin avec un bisou et donc ça il pourrait mal le prendre et puis en fait lui ou l'autre personne en face ou elle, j'en sais rien, mais la personne en face elle culpabilise d'un truc qui en fait moi m'aurait mis plus bas que terre parce qu'il a carrément oublié de se protéger. Donc ça peut être même la culpabilité, elle peut être différente de chacun, de l'un à l'autre. Et donc ça, bien sûr qu'il peut y avoir tromperie. Tromperie, c'est quand on choisit volontairement de cacher quelque chose à l'autre dans une intention pour le coup qui n'est pas en tout cas pour le protéger. Et encore même quand c'est pour le protéger, il y a des choses. En fait, il y a une différence entre dire entre donner des détails sur quelque chose dont on n'a pas besoin d'avoir de détails. Par contre, donner une information importante pour que la personne en face soit informée, au courant et qu'elle soit pas mise en difficulté. Donc ça, je trouve que ça fait quand même vraiment partie des essentiels. Est-ce qu'il y a des choses que tu apprends de cette première expérience avec un officiel, un amant, etc. Est-ce que, comme tu dis, tu es dans l'individualité, tu es dans l'expérimentation, tu vas continuer sur cette voie-là, tu regrettes pas tes choix malgré une séparation qui est pour X ou Y raison? Je ne regrette pas, ça c'est sûr, parce que comme je disais, moi je l'ai vécu vraiment comme une mais en fait dans ma vie c'est ça qui s'était passé. En fait ça a été une découverte. Ouais, ça a été une révélation. Donc ça clairement je le regrette pas. Ça m'a appris beaucoup sur moi-même. Ça m'a fait découvrir des gens extraordinaires et je me suis beaucoup amusée aussi. Ça m'a aussi appris beaucoup en tant que femme et dans ma sexualité en tant que femme et dans mon autonomie sexuelle en tant que femme. Ça c'était important. Et ça, aujourd'hui, je le regretterais surtout pas. Je reste quelqu'un de naïve à ce qui viendra demain. C'est-à-dire que, je sais pas comment l'exprimer. C'est-à-dire que là, j'ai envie de voir ce que la vie elle offre et de la façon dont elle l'offre. Alors quand je dis que je me laisse vivre, par contre, c'est toujours, et ça c'est toujours chez moi, je parle. Si demain je ressens ça, la personne avec qui je suis et la personne qui compte sur moi, elle sera au courant de ce que je ressens et de ce qui se passe. Si ce que je ressens, c'est que je suis très bien dans un couple monogame... Il peut arriver qu'à un moment donné de ta vie, tu te poses de nouveau en monogamie. Et puis, pour l'instant, c'est le cas, par exemple, ça me convient. Là, la question ne se pose même pas. Parce que, voilà, j'ai besoin de ça, la personne en face en a besoin aussi, ça permet d'écouter chacun et ça me convient. J'ai encore une petite question, c'est par rapport... Donc, c'est bien quand tout se passe bien au niveau des sentiments, mais donc, toi, tu peux vivre aussi plusieurs ruptures. Ah oui. Et ça, au niveau... faut savoir les encaisser, les ruptures au quotidien. Puis il y a aussi les ruptures quand on est en couple avec quelqu'un et qu'on est en train de vivre une rupture d'un autre couple avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très, très compliqué parce que la personne avec qui on est en couple qui se passe bien, elle vit notre souffrance par procuration, alors que elle, je veux dire, elle est pas hyper concernée sur le coup.
Et en même temps, nous, on peut vivre, du coup, tu peux vivre plusieurs ruptures, en effet. Puis généralement, ça s'enchaîne, hein. Généralement, quand ça va ensemble, ça va te perdre. Et tu les cumules. Mais en fait, c'est comme dans la vie, on peut avoir des drames amicaux ou autres, et notre conjoint, il est là ou non pour nous. Tu t'y fais à ça, de ce côté, ok, c'est tout joyeux, mais en même temps, ça peut être dramatique quand ça se finit. Non, et, parce que... tu peux vivre la répétition, parce que Ouais. tu as plusieurs Mais non, parce que je pense que je les vis tous intensément, et je les ai tous vécus pareil. Ouais, je pense que ça, je m'y ferai pas. Ça ne change pas. Non, mais je pense que c'est aussi un peu... On n'accepte pas plus facilement de rompre avec quelqu'un. Si c'est le cas, c'est triste. Si c'est le cas, ça sert à rien de se mettre avec. Si c'est le cas, c'est qu'il n'y a pas de risque. Et s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, quand je parle de risque, je parle pas de risque, de risque ni financier ni moral. Mais si on n'a pas cette peur et cette crainte, c'est comme si on n'a pas la peur de mourir, on n'a pas la peur de vivre. Enfin, ça perd son sens. T'es amoureuse de l'amour, hein, je pense. Je pense que oui, c'est ça. Moi, je dis, je suis amoureuse des gens, mais parce que j'aime bien ce côté-là. J'aime beaucoup ça, ouais. Ouais. Et voilà, c'est la fin de notre conversation avec Lilou. Un immense merci à elle d'avoir partagé son expérience avec autant d'ouverture et de sincérité. Sa vision du polyamour nous a rappelé l'importance de la communication et du respect dans toutes nos relations. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été là et d'avoir ouvert vos esprits avec nous. J'espère que cette discussion vous aura permis d'explorer de nouvelles perspectives et de mettre en question vos propres certitudes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Côté Canap'.